Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 30 juin 2021. Au sommaire ce soir, la direction la vallée de la Maurienne pour débuter cette édition où la carrière de calcaire Calypso continue de déchaîner les passions au sein de la commune de Saint-Martin-la-Porte. Un collectif de riverains opposants a même joué les troubles fêtes pendant les dernières élections départementales et régionales. Et puis nous irons ensuite dans la vallée du Gifre, en Haute-Savoie, pour découvrir Samoin, le village qui attend avec impatience les vacanciers estivaux, regorge de trésors cachés. Petite visite avec Victoria Lopez. Je vous le disais en titre, la carrière de calcaire Calypso, ouverte dans les années 50, continue de poser problème aux habitants de Saint-Martin-la-Porte. Après la création d'un collectif et d'une pétition, les riverains n'entendent pas baisser les armes. Ils ont d'ailleurs joué les troubles fêtes pendant les dernières élections de ces derniers jours, devançant dans les urnes les principaux candidats. Plus de précision avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Au cœur de la vallée de la Maurienne, le petit village de Saint-Martin-la-Porte lutte depuis plus d'un demi-siècle déjà contre la carrière de calcaire opérée par la société Vicat et qui génère pollution, bruit et nuisances pour les riverains. Si le site est actuellement fermé depuis 10 ans, les habitants comme la municipalité redoutent désormais la reprise de l'activité étudiée depuis quelque temps déjà. On a appris ces dernières années que le groupe Vicat voulait réouvrir la carrière avec un potentiel d'exploitation de 9 millions de tonnes et une production annuelle les premières années entre 500 000 et 800 000 tonnes par an. Donc tous les habitants de Saint-Martin-la-Porte ont signé une pétition contre la carrière avec un taux de l'ordre de 80%. Après la publication d'une étude diligentée par la mission régionale d'autorité environnementale établissant que la réouverture de la carrière Calypso engendrerait une augmentation de 36% de la pollution dans la vallée, le collectif a souhaité se faire entendre par la voie des urnes, mais à leur façon. Lors des élections cantonales et régionales, le collectif a remporté les élections haut la main. On avait prévu une autre organisation, c'est-à-dire l'installation d'une urne dans le hall de la mairie avec 3 piles de bulletins, oui à la carrière, non à la carrière et un bulletin blanc. Par contre, le sous-préfet nous a interdit ce type de manifestation. Donc nous avons choisi un autre système. Ça a été de déposer dans les boîtes aux lettres un bulletin non à la carrière que les gens qui étaient hostiles à la carrière ont déposé dans l'urne au moment des régionales et des cantonales. Bien entendu considérés comme nuls, les bulletins de vote du collectif ont toutefois été comptabilisés à titre indicatif. Sur les quelques 700 habitants lors de ce deuxième tour des élections régionales, 82 bulletins étiquetés non à la carrière ont été recensés contre 67 pour la liste menée par Laurent Wauquiez. C'était l'heure du bilan ce mercredi matin pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie, Guy Métral, à Gier, au bout du lac d'Annecy. Celui qui est à la tête de la Chambre consulaire depuis 2004 tire sa révérence. Atteint par la limite d'âge, il ne se représentera pas à l'automne prochain, laissant ainsi la place à une nouvelle génération de chefs d'entreprise. L'occasion pour lui de revenir sur les profondes transformations qu'ont connues les CCI au cours des dernières années. Entre 2013 et 2021, celle de Haute-Savoie a connu une baisse de ses recettes fiscales de 50%, passant de 125 collaborateurs à 75. Ses missions ont aussi été réorientées. La CCI 74 s'est ainsi fait une spécialité de la formation. On écoute Guy Métral au micro de Fanette de Buisson. Cela a été un changement majeur. Quand vous avez un budget de 10 millions et sur les 10 millions, vous avez 8 millions qui vous est reversé par l'État et que du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec 4 millions, il faut commencer à réfléchir et se poser les bonnes questions. Mais au fond, il y avait de tout. Et il y avait beaucoup de choses qui servaient et beaucoup de choses qui servaient à rien. Donc là, il faut à un certain temps effacer tout ce qui ne marche pas, dire bon, ça ne sert plus à rien, et remettre au goût du jour, aux besoins des entreprises, je dirais, des nouvelles actions, comme le digital par exemple. Le digital, il y a 30 ans, on n'en parlait pas. Le numérique, on n'en parlait pas du tout. On en était à l'époque du Telex, il y a 30 ans. Donc voilà, certains n'ont pas connu. Moi, je l'ai connu. Donc tout a changé. Les mentalités ont changé, l'état d'esprit a changé, les collaborateurs ont changé, la pression aussi. On a la pression quand même. On a la pression de l'État, on a la pression, parce qu'on n'est pas si indépendant que ça. Je veux dire, on est service de l'État, on est service public, donc on se doit aussi de rentrer dans de rentrer dans un travail qui nous est demandé.
À 2 jours du conseil d'installation du nouveau conseil régional, Laurent Wauquiez, vainqueur ce dimanche des élections régionales, a effectué son dernier déplacement officiel avant la nouvelle mandature, ce mercredi à Saint-Nicolas-de-Véros, près de Saint-Gervais. À l'invitation de Jean-Marc Pélex et Vincent Gombaud, un entrepreneur, Laurent Wauquiez a notamment participé à l'inauguration du restaurant de l'hôtel Le Montjoli. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Antoine Martin et Pierre Boucaud. C'est une période un peu étrange, hein, où vous êtes encore sur le dernier mandat, on s'apprête à ouvrir le prochain, mais que ce soit sur un territoire de montagne, pour dire merci aux acteurs de la montagne, dire que je crois en eux, sur un projet qui résume tout ce que j'aime, c'est-à-dire un vrai entrepreneur, un projet qui a été fait avec des artisans locaux, quelqu'un qui a décidé de ne pas mettre le siège de son entreprise à Paris, mais chez nous, dans notre territoire au Savoyard. Bon, bah voilà, c'est tout ce à quoi je crois. Donc, c'est aussi de la gratitude pour la montagne, qui a le sens du travail. C'est important, c'est une reconnaissance, mais ça montre aussi le travail qu'on fait en commun. Et aujourd'hui, on a la région qui a une puissance publique, la commune qui a une puissance publique et qui vient saluer le travail qui a été fait par un investisseur privé dans un petit village de 250 habitants, non pas pour le dénaturer, mais pour faire en sorte qu'il puisse vivre. Là où je suis très très heureux, c'est qu'au bout d'une semaine d'ouverture, hier soir, mardi, un sort de semaine, nous étions pleins. Et les gens, c'était pas les touristes, c'était les Saint-Nicolatins, les Saint-Gervelins, je crois, si je ne me trompe pas. Et ça, pour moi, c'est la meilleure des choses. Parce que ça veut dire que ça marche, parce que ça veut dire que les gens du pays se sont appropriés le lieu. Et malgré tous les inconvénients liés à la construction, où vraiment on a ennuyé les gens du village pendant 2 ans, eh bien voilà, c'est le fruit du travail. Ce lieu est pour eux, en partie, et c'est une belle réussite, c'est un très beau projet. Et ça va continuer à augmenter le nombre d'emplois recréés à Saint-Nicolas. Place notre série de la rédaction, réalisée par Jean-Paul Crespi et consacrée cette semaine à la moyenne montagne. Pour ce deuxième épisode, nous retournons dans la station de Montjura, une entité à part entière du Pays de Gex. Certains professionnels du tourisme, comme des hôteliers ou des restaurateurs, souhaitent s'appuyer sur la future affluence estivale pour pérenniser l'offre touristique conséquente pour ces prochaines années. Voyez ce reportage de Jean-Paul Crespi. La montagne, l'agrotourisme et les espaces ruraux sont apparus comme les grands gagnants de l'été 2020. Pour la saison estivale 2021, les pratiques de plein air devraient également être recherchées, car nombreux sont ceux qui ont découvert ou redécouvert la randonnée, le VTT ou les sports d'eau vive. À l'Elex, certains hôteliers restaurateurs s'appuient sur la saison estivale 2020 pour se donner des pistes de réflexion afin d'imaginer le tourisme en moyenne montagne de demain. Beaucoup de monde et on n'était pas vraiment préparé à recevoir ce monde, donc on a vraiment dû s'arracher pour proposer un service de qualité. Les locaux d'ailleurs nous ont confirmé, ça faisait à peu près une dizaine d'années qu'ils n'avaient pas vu autant de monde ici. Les réservations rentrent et je pense qu'elles rentrent plus que l'année dernière. Et puis on se dit que le bouche à oreille a dû fonctionner, donc les gens qui ont bien aimé la région ont probablement dû parler à d'autres. Enfin, on sait dans le commerce que le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités. Les professionnels sont optimistes pour la saison estivale qui s'annonce. De façon quasi unanime, en moyenne montagne, tous ont très bien travaillé l'été dernier, même si les réservations de l'étranger sont restées plus que discrètes. Il faut qu'on profite de ces années où les gens sont venus redécouvrir pour continuer et pour lancer une dynamique pour les étés prochains. Il faut que cette vallée, elle vive. Et puis qu'il y en ait qui profitent. Il faut se réinventer, mais j'ai envie de dire que réinventer quoi, puisqu'on existe en fait. Je veux dire, la moyenne montagne existe, les loisirs existent. Les réinventer, j'ai en plus envie de dire de les remettre au goût du jour. Et du fait de la nouvelle clientèle qui est arrivée au dernier été, du fait de... Voilà, je pense qu'il y a un destin qui s'ouvre en fait. Maintenant, on a justement une opportunité. On a eu cette audience captive pendant 2 ans et maintenant, nous avons la possibilité vraiment de faire en sorte de pérenniser cette appréciation et qu'à nous de proposer des offres. Il y a vraiment tout au long de l'année la possibilité de découvrir ces destinations dans ces 4 saisons. L'été 2021 devrait être à l'image de l'été 2020. Reste désormais cette dernière incertitude, la météo. En montagne plus qu'ailleurs, elle transformera un aléa en un atout pour tous ceux qui souhaitent s'évader tout en retrouvant un certain art de vivre.
Et puis, autre focus sur une destination touristique à la mode, nichée au cœur de la vallée du Gifre, le village de Samoin est prêt pour la saison estivale et son lot de vacanciers. Si la tradition des tailleurs de pierre a fait sa renommée, on connaît moins d'autres aspects de son histoire. Sa gare, son jardin botanique ou encore le fabuleux destin d'une habitante hors du commun sont à découvrir cet été dans le Bourg savoyard, tout proche de la frontière suisse. Victoria Lopez nous en donne un aperçu. Elle est partout dans le village et en colore place, maisons, chapelles et fontaines. Cette pierre grise qui devient noire quand elle s'élève en marbre, c'est une roche calcaire exploitée autrefois dans 8 carrières autour de Samoin. Dès le XVIe siècle, les Frahans, comme se nommaient les tailleurs de pierre, ont fait la réputation du village. C'est vraiment important d'avoir à l'idée que ces tailleurs de pierre, ces Frahans de Samoin, ils étaient à la fois dans un savoir-faire manuel, mais aussi dans quelque chose de plus intellectuel, et qu'ils ont énormément voyagé à travers l'Europe. Et non seulement ils ont ramené de la richesse économique au village de Samoin, mais aussi un patrimoine de sculpture sur pierre, mais aussi une richesse intellectuelle. Cet héritage des tailleurs de pierre, la Société des maçons et la mairie de Samoin, ils cherchent à le valoriser en invitant tous les 2 ou 3 ans des sculpteurs contemporains lors de symposiums de sculpture sur pierre qui viennent sur un thème précis réaliser des sculptures dans des pierres du Gifre, puisque c'est la présence des carrières de calcaire autour de Samoin et de Sixfer à cheval qui a donné naissance à ce savoir-faire bien local. Si la pierre a fait la renommée de Samoin, sa position centrale en fait aussi la ville la plus importante du Faucigny au tournant de 1800. Samoin était un véritable carrefour entre le Faucigny, le Chablais et le Valais. Le village était aussi le terminus d'une ligne de train partant d'Annemasse. La gare a ainsi été un vecteur du développement touristique. À partir de 1950, le village devient station et développe son domaine skiable jusqu'à se raccorder à Morillon, Flaine et Sixte pour former le domaine du Grand Massif. Mais la richesse du village se trouve encore dans ses trésors cachés. L'un d'entre eux est un cadeau fait par une habitante hors du commun. Cet été, on propose à Samoin l'exposition Marie-Louise Jailly qui revient sur la vie de cette femme extraordinaire, native de Samoin, petite savoyarde qui est partie à la capitale à l'époque des grands magasins. Elle a commencé comme simple vendeuse au bon marché et ensuite elle a rencontré Ernest Cognac et à eux deux, ils vont fonder un empire commercial qui est la Samaritaine. Et avec cet empire commercial, ils vont dégager une importante fortune qu'ils vont redistribuer en partie auprès de leurs employés et en partie avec des œuvres philanthropiques, des œuvres de charité, donc des orphelinats, des maisons de repos, etc. Et Marie-Louise ne va pas oublier son village natal et va offrir à Samoin un jardin botanique, la Jaïsinia, ainsi qu'une maison du docteur. 3 kilomètres de chemin dans cet univers onirique sont ainsi à parcourir librement. D'autres idées de sorties estivales, Grand Chambéry et la ville d'Annecy proposent tout au long de l'été des séances de cinéma en plein air. En Savoie, cela débutera le 2 juillet avec 29 séances programmées jusqu'au 26 août dans 17 communes de l'agglomération. La programmation est à retrouver sur le site www.grandchambéry.fr. À Annecy, ce sont au total 32 films à retrouver tout l'été sur tout le territoire annécien du 30 juin au 27 août prochain. Là aussi, toute la programmation complète est à découvrir sur le site www.annecy.fr. Place à mon invité Skype à présent. Je suis en liaison vidéo avec Guillaume Lebaudy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes là pour nous présenter votre dernier livre, Abécédaire un peu vache des alpages, que je vais montrer à l'écran. Pourquoi, une première question, pourquoi parler d'amour vache ? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de vaches en alpage déjà, et puis c'est un abécédaire qui parle des alpages et qui donc parle des vaches. Et puis toutes les vérités sont bonnes à dire quand on parle de pastoralisme aujourd'hui. C'est un monde fascinant. Mais c'est un monde aussi qui est assez controversé, donc on peut le regarder avec un regard de biais. C'est un peu le rôle de mon métier, c'est-à-dire le rôle de l'ethnologue. Et l'ethnologue ne doit pas être complaisant, donc il peut se permettre d'être un peu vache de temps en temps. Justement, vous venez de dire que vous êtes ethnologue, auteur de plusieurs ouvrages sur le pastoralisme et la transhumance. Pour quelle raison est-ce que ça vous fascine autant ? Parce que c'est une des plus vieilles activités du monde. On parle toujours du plus vieux métier du monde. Eh bien, en voilà un des plus vieux métiers du monde. Et ce qui me fascine, c'est que c'est une culture qui a démarré dans le croissant fertile il y a 11 000 ans et qu'elle est toujours parmi nous. C'est une sorte de miracle culturel que des bergers et des bergères, des éleveurs, des éleveuses soient toujours autant passionnés par leur métier, c'est-à-dire d'être des domesticateurs
de faire un métier dans la relation avec les animaux et qu'ils soient toujours nos contemporains et qu'ils aient toujours leur place au sein de notre société en ayant su se transformer au gré des vicissitudes politiques, économiques, historiques, géographiques et même climatiques aujourd'hui. C'est un monde qui gagne encore à être connu, selon vous? C'est un monde qui est méconnu étant donné qu'il change sans cesse. Donc finalement, on ne le connaît pas. Au sein de ce groupe professionnel, ils se connaissent très bien. Ils sont aussi accueillants puisqu'ils accueillent des gens qui viennent de l'extérieur de leur groupe professionnel. Aujourd'hui, l'essentiel des bergères et des bergers sont des urbains qui ne connaissent rien pour la plupart au métier de berger quand ils arrivent et qu'ils veulent le faire. Ils veulent faire un métier de pleine nature, comme ils disent. Et souvent, moi, je leur dis, très bien, mais vous allez donc faire aussi un métier de pleine culture. C'est une culture à part entière, c'est une culture assez extraordinaire. Pourquoi avoir choisi la forme d'un abécédaire? Parce qu'il y a des mots qu'il est nécessaire d'expliciter et de comprendre, des mots qu'on connaît mal, et puis il y a des mots qui sont assez drôles finalement à définir. Ce que je voulais faire en fait au début, c'était me saisir de cette culture du pastoralisme, de la transhumance, des alpages, en faisant une sorte de dictionnaire culturel. Ça n'avait pas véritablement été fait. Il y avait une tentative par un monsieur qui s'appelait Paul Pétrequin, qui était un technicien de l'INRA, qui avait fait un joli dictionnaire des termes vernaculaires et des termes techniques du métier, qui est accessible en ligne d'ailleurs. Mais finalement, cette forme-là d'abécédaire n'avait jamais été faite. Donc moi, j'aime bien faire des choses qui n'ont jamais été faites. Le métier de berger a beaucoup évolué ces dernières années, vous l'avez dit. Justement, qu'est-ce que vous avez appris auprès des éleveurs que vous avez rencontrés? J'ai tout appris. Moi, j'étais à l'école, je suis certes un scientifique, mais je suis arrivé avec des méthodes sur le terrain. Ensuite, on est vraiment à l'écoute et à l'école des éleveurs et des bergers. Ce que j'ai appris, c'est leur grand amour pour leurs animaux, leur passion. Alors, bien sûr, les détracteurs du pastoralisme vont me dire ben, c'est pour en vivre et c'est pour les mener ensuite à l'abattoir. Oui, mais pas seulement. Évidemment, il faut qu'ils en vivent de ce métier-là, mais je peux vous garantir que les animaux, tant qu'ils sont en alpage, vivent une très très belle vie. Donc, ce que j'ai appris, c'est qu'on se définit aussi en tant qu'être humain dans notre relation aux animaux. Ça, c'est quelque chose auquel on devrait tous et toutes penser aujourd'hui, au moment où le pastoralisme est peut-être un peu controversé, en tout cas contesté dans ces domaines qui sont les alpages. Voilà, moi, j'ai vraiment été à leur écoute, à leur école, et je leur sais gré de tout ce que je sais aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez choisi les mots, les quelques mots dont vous avez choisi justement de donner cette définition? Alors, il y a quelques mots que j'ai choisis et puis en fait, j'ai surtout eu l'impression que c'était les mots qui me couraient après. Hein. C'est un peu comme si j'avais tiré sur une pelote de laine et qu'ensuite tout soit venu derrière. Donc, j'ai commencé avec des mots assez banals comme brebis, comme alpage, essayer de comprendre ce que veut dire le mot alpage. Le mot berger, d'ailleurs, est-ce qu'on sait véritablement que dans le mot berger, il y a la brebis? Le mot pâtre, est-ce qu'on sait que dans le mot pâtre, il y a le pâturage et donc qu'on parle d'herbe? C'est un petit peu tout ça que j'ai cherché à comprendre, d'aller un mot à l'autre, un mot à pousser l'autre, si vous voulez. J'en suis même arrivé, bien sûr, à parler de pastis, à parler de télévision, à parler de téléphone portable. Pourquoi téléphone portable? Parce que c'est un des outils importants aujourd'hui du métier de berger, aussi indispensable pour le berger, la bergère en alpage, que le lait son bâton. Dernière question, Guillaume Lebaudy, assez rapidement, à qui s'adresse cet ouvrage? Cet ouvrage s'adresse à toutes celles et ceux qui sont amoureux, amoureuses des alpages, mais aussi à celles et ceux qui n'y connaissent rien et qui veulent monter en alpage pour comprendre ce que c'est qu'un alpage déjà, puisque l'alpage, c'est l'assiette des vaches et des brebis, essentiellement, composée d'herbes au pluriel, comprendre ce qu'ils font là et comprendre ce qu'ils ont sous les yeux, c'est-à-dire toute la dimension culturelle et historique du milieu dans lequel ils vont se situer. Donc ça s'adresse aux marcheurs, aux marcheuses, randonneurs, randonneuses, et puis à toutes celles et ceux qui aiment en fait cette culture. Merci beaucoup Guillaume Lebaudy. Je rappelle le nom de votre ouvrage abécédaire, un peu vache des alpages. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour ce journal. Après la météo de Thierry Paume, une rediffusion de votre émission Panorama sur la médiation animale avec Marine Schneider. Marine Schneider que vous retrouverez jeudi et vendredi pour le journal. À très bientôt sur nos antennes. Passez une très belle soirée et surtout prenez soin de vous et de vos proches. Ce sera,